Salut Pauline. Salut Mégane. Et bienvenue sur Truc de Meuf, le podcast qui parle de santé et sexualité féminine. Et cette semaine, on est allé à la rencontre de Louise de l'association En Avant Toutes et on a parlé de violences faites aux femmes. En Avant Toutes, c'est une association qui vient en aide aux victimes grâce à un chat. Saviez-vous justement qu'en France, c'est 1 femme sur 10 qui subit des violences et le chiffre monte à 1 sur 7 chez les plus jeunes? Ce chiffre vous donne le vertige, à nous aussi. Et Louise, justement, elle nous a expliqué qu'il existe différents types de violences physiques, sexuelles, mais aussi verbales, et d'ailleurs qu'il n'y a pas de petites violences. Il nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne écoute. Salut Pauline. Salut Mégane et Salut Louise. Salut les filles. Alors aujourd'hui, on va parler d'une cause particulière qui est les violences faites aux femmes. Et on accueille aujourd'hui donc Louise qui fait partie de l'association En Avant Toutes. Est-ce que Louise, tu peux te présenter s'il te plaît et puis ensuite on présentera ton association. Oui, merci de m'inviter aujourd'hui. Je suis ravie de discuter avec vous de cette thématique importante. Avec plaisir. Donc moi, je suis Louise Delavier, je suis la directrice des programmes d'En Avant Toutes. Ça veut dire que je m'occupe de diriger toutes nos actions de terrain, que ça soit notre chat, qu'on présentera tout à l'heure, mais aussi nos actions de prévention. Ok. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous présenter un petit peu l'association, nous expliquer comment elle est née et ce qu'elle fait exactement? En Avant Toutes, c'est une association qui est née pour répondre à un constat. Ce constat, il a été fait par d'autres associations de terrain et c'est l'idée de dire qu'en fait, aujourd'hui, on sait que les femmes vivent beaucoup de violences conjugales. Peut-être vous connaissez ce chiffre, 1 femme sur 10 qui vit des violences conjugales. Je le connaissais pas. Et voilà, 1 femme sur 10, c'est beaucoup. Imaginez 10 femmes dans votre entourage, vous dire qu'il y en a une sur ces 10 qui vit des violences, c'est déjà un chiffre qui marque. C'est énorme, ouais. Quand on regarde les jeunes, c'est 1 sur 7, les moins de 25 ans. Donc on sait qu'elles sont surreprésentées parmi toutes ces victimes de violences conjugales qui sont déjà très nombreuses. Et pour autant, finalement, elles sont assez peu à être accueillies parmi les publics des associations qui existent déjà. Nous, on est arrivé vraiment sur le marché des associations avec ce constat. Ça représente 11%, les jeunes du public accueillis dans les associations spécialisées. Oui, c'est très peu finalement, c'est très peu. Contrairement aux chiffres qu'il y a de personnes qui sont victimes de violences. Exactement, par rapport à cette surreprésentation. Donc nous, on s'est dit, super, on va créer un projet pour que les jeunes, elles puissent en fait aller vers ces associations et surtout pour qu'elles se sentent concernées par la problématique des violences conjugales. Donc pour ça, on a décidé de revoir en fait un petit peu ce qui existait déjà. Aujourd'hui, si vous êtes victime de violences conjugales, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez prendre votre téléphone, appeler le numéro 3919 et avoir quelqu'un qui vous conseille, qui vous redirige. Et vous pouvez aussi vous rendre dans des associations spécialisées. Des associations qui vont proposer de l'hébergement, de l'aide à l'emploi, etc. Et les jeunes, en fait, on s'est rendu compte qu'elles ne faisaient pas ce pas-là. C'est-à-dire qu'elles ne vont pas forcément se sentir déjà victimes et elles ne vont pas forcément se sentir d'aller dans ces associations. Donc tout ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un chat qui s'appelle commencem.fr et en fait, l'idée, c'est de pouvoir aider les jeunes déjà à discuter de leur situation d'une manière peut-être un petit peu plus proche des dispositifs qu'elles utilisent déjà pour parler entre elles, à leurs copines, à leurs potes, etc. Enfin, c'est peut-être mieux de le faire par écrit. Première chose. Et ensuite, l'idée, en fait, en toile de fond, c'est d'aller les aider à faire le pas vers ces associations. Donc, c'est un petit peu comme ça que ça marche, ce chat. Et du coup, c'est un chat où tu vas sur le chat, par exemple, t'es victime et tu es face à une personne de l'association ou tu échanges aussi avec d'autres victimes. Comment ça marche? Ouais, c'est vraiment un chat one-to-one. C'est-à-dire que c'est une conversation qui est privée, qui est confidentielle et qui est sécurisée, avec effectivement une personne qui va être professionnelle de l'autre côté, qui va faire de l'écoute en fait, qui est formée à ça, à pouvoir dire ok j'entends, qui entend aussi des horreurs toute la journée, donc qui ne se choque pas facilement. Il y a aussi ça qui est important. Nous, il y a beaucoup de jeunes qui viennent nous voir en disant peut-être que vous n'allez pas pouvoir entendre. Si, on peut bien sûr. Donc qui est formé à l'écoute, qui est formé ensuite à décrypter ce qui se passe, parce que les violences conjugales c'est quand même quelque chose qui est spécifique, qui va demander une certaine expertise, aussi parce que les agresseurs ils mettent tout en œuvre pour pas qu'on cherche de l'aide quand on est victime. Ouais. Voilà, donc il faut essayer de trouver les moyens de bien pouvoir décortiquer tout ça, donc nos personnes qui répondent elles sont capables de faire ça, et aussi ensuite de trouver la bonne structure vers laquelle rediriger la personne. Et en fait quand on est jeune et qu'on n'ose pas aller dans un endroit, parfois on a besoin qu'on nous explique un petit peu plus. Parfois dire voilà, vous prenez un rendez-vous, vous téléphonez voilà, à tel endroit, ça peut faire super peur. Donc nous on aide aussi à cette démarche-là. Par exemple répéter un appel téléphonique à l'écrit si on a un petit peu peur de prendre la parole à voix haute, ou alors parfois même téléphoner pour elle. On le fait aussi. Voilà, l'idée c'est vraiment d'aller faciliter l'accès des personnes, des jeunes, des femmes, des personnes LGBTQIA+, vers ces structures. D'accord. Et du coup, ça se fait à distance uniquement ou il y a aussi la possibilité de venir sur place chez vous, là à Paris par exemple, où on est aujourd'hui? Nous, on a un accueil qui est uniquement numérique.
C'est-à-dire que c'est l'accueil sur notre chat. Après, par contre, on redirige pas du tout vers des gens qu'on connaît pas. On redirige vers des associations de notre réseau qui s'appelle la Fédération nationale Solidarité Femmes. En fait, c'est les personnes qui ont créé et qui gèrent aujourd'hui le numéro national 3919. En fait, c'est un réseau de à peu près un peu moins de 80 associations en France qui sont sur tout le territoire et qui savent faire la mise en sécurité, l'hébergement, le logement, l'aide psychologique, l'accès aux droits, etc. Donc nous, on redirige prioritairement vers ces structures. Après, il y a des gens qui nous écrivent de partout. Parfois dans des endroits où il n'y a rien du tout. Donc là, on va trouver d'autres solutions. Par exemple, une aide psychologique ou alors le commissariat du coin où on sait qu'ils sont sympas. Voilà, on essaie de trouver toujours quelque chose pour la personne qui vient nous voir. Et c'est surtout des victimes qui viennent ou est-ce que tu as aussi des gens qui sont témoins de violences et qui viennent pour trouver de l'aide ? Alors on a un petit peu de tout. Nous, notre chat, on l'a orienté pour qu'il puisse répondre effectivement à des personnes qui sont victimes, à des personnes qui sont témoins, aussi à des professionnels. On sait qu'on a des pros qui viennent nous voir et qui nous disent voilà, moi dans ma classe de seconde, il y a une fille où, je sais pas, elle sort avec ce mec et en fait j'ai l'impression qu'il y a peut-être des violences, comment je peux réagir ? Nous, on peut aussi faire ça. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que parmi toutes les victimes qu'on a, qui sont quand même le nombre le plus conséquent de notre population sur le chat, en fait, on se rend compte que c'est des gens qui se rendent pas encore compte que ce qu'ils vivent sont des violences. Donc en fait, des gens qui viennent en nous disant, voilà, moi j'ai une question sur mon couple, il se passe ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Comment ça s'appelle ? Comment je dois réagir ? Et donc nous, on les aide en fait finalement à faire ce diagnostic qui vont leur permettre de dire que ce sont des violences conjugales. Et ça, aujourd'hui, c'est très important dans la lutte. Parce qu'en fait, si vous regardez comment c'est fichu les chiffres, je vous ai dit une femme sur 10, c'est les estimations des associations, mais en fait, c'est les personnes qui le disent. Oui, donc en fait, finalement, c'est un peu faussé par rapport aux personnes qui sont vraiment victimes de violences. Exactement. Ouais. Il y a plein de gens qui vivent des violences et qui le savent pas forcément ou alors qui l'ont dit à personne. Donc c'est pour ça que c'était important aussi d'avoir ce dispositif-là qui nous permette en fait d'aller capter ce public que du coup les institutions appellent hors radar, celui que personne n'a repéré. D'ailleurs, c'est une question qu'on se posait en Ouais. venant. À quel moment on peut parler de violence ? Parce que quand on parle de violence physique, c'est généralement assez facile de le déterminer, mais pour tout ce qui est violence verbale, violence psychologique, Oui, à quel moment on passe le pas, quoi ? C'est moins imagé que... Enfin, par exemple, quand on parle de violence physique, on a peut-être des images qui viennent en tête, alors que les violences verbales ou psychologiques, peut-être qu'il y a on n'a peut-être pas tous le même seuil déjà, et puis comment on fait pour les repérer, pour se dire, oui, ça c'est de la violence. Oui, c'est une très bonne question. Alors déjà, les violences psychologiques, c'est vrai que... les violences physiques, on a beaucoup l'image des coups. Ouais. Un coup, tout le monde sait ce que c'est de se prendre une gifle. Les violences physiques, c'est aussi encore plus large que ça. Il y a une créativité malheureusement sans borne des agresseurs sur les violences physiques. Je pense par exemple aux brûlures de cigarettes, au fait de repousser, de tirer les cheveux, de séquestrer aussi, le fait de séquestrer quelqu'un chez lui, de dire si tu m'as pas fait ça, je t'empêche de sortir. Enfin voilà, ça fait partie des choses qui sont des violences physiques. Les violences verbales, les violences psychologiques, les violences administratives, les violences sexuelles, ce sont des violences qui sont très bien qualifiées. C'est-à-dire qu'on a plein d'exemples. Par exemple, les violences verbales, ça va être le fait d'insulter, sale conne, sale pute, enfin, voilà, vous pouvez imaginer plein de choses, mais aussi par exemple le fait de crier. Je ne sais pas si vous avez remarqué, parfois on est dans le métro ou dans la rue, on entend des gens qui crient pour je ne sais quelle raison, ça fait tout de suite très très peur. Voilà, les agresseurs utilisent beaucoup ça, ou alors le fait de, par exemple, faire des chuchotements un peu menaçants, d'avoir le super visage du mec super sympa en soirée, et en fait d'aller derrière dire ce soir tu vas voir ce que tu vas te prendre, etc. Ça fait aussi partie des violences verbales, par exemple. On a les violences psychologiques qui vont être, par exemple, le chantage, les menaces. Je prends un exemple auquel on ne pense pas forcément, mais les menaces de représailles sur les proches ou sur les animaux de compagnie. Dire si tu fais ça, je tue ton chat. Ou des mecs, je me souviens d'une personne sur le chat où le mec avait balancé son lapin par la fenêtre, donc le lapin est mort. C'est pas une violence à proprement parler physique contre la personne, mais c'est une violence psychologique absolument abominable. Oui, bien sûr. Ou même avoir le chat dans les mains et dire si tu le fais pas, tu vas voir ce qui va se passer. Enfin voilà, c'est des violences comme ça. Les violences sexuelles, donc ça va être le viol, l'agression sexuelle, donc le fait de forcer par exemple à avoir une pénétration qui n'est pas consentie, où il n'y a pas le discernement en fait pour l'accepter. Qu'elle soit vaginale, buccale ou anale, etc. Et en fait, là où je pense que votre question, en fait, ce sur quoi elle porte, c'est que ça peut arriver de dire à quelqu'un, d'insulter quelqu'un, par exemple, sans qu'on parle de violence conjugale. Oui. C'est possible. Ça arrive que parfois, on ait des propos malheureux, des comportements qui sont pas bien, que maintenant dans la société on qualifie de toxiques, que moi je préfère appeler violents, mais sans qu'il y ait des violences conjugales. Là où nous on met le curseur, c'est quand il y a de l'emprise.
C'est-à-dire, en fait, quand la personne, elle va mettre en place une stratégie pour diminuer l'autre, au point que finalement, on n'arrive plus trop à penser par soi-même. Nous, on le repère très bien dans le discours des victimes. Par exemple, quand elles vont arrêter de dire « je ». Il y a des victimes, à des moments donnés, on va leur dire « comment vous allez ?» Elles vont dire « il ». Ah bah, ce matin, il est calme, alors ça va. Ah oui, d'accord. Voilà, par exemple. C'est-à-dire, elles vont pas dire, bah moi, En fait, c'est au bout d'un moment, la stratégie de l'agresseur, c'est de mettre en place plein de choses, de ça qui va commencer par l'isoler, par le fait de la dévaloriser en permanence, parfois de manière super subtile. C'est pour ton bien, tu comprends, ma chérie. Oui, bah c'est vrai que t'as jamais été hyper brillante en maths. Oui, bon, après, tu les rates tout le temps, t'es pas de carbonara, ça va, on sait que t'es comme ça, on sait que t'es un peu nul, on sait que t'es pas très doué, on sait que t'as besoin d'aide, voilà, qui va utiliser des choses comme ça, qui va inverser la culpabilité. Oui, c'est ça, inverser. Bah, je t'ai crié dessus, mais en même temps, t'as vu ce que tu viens de faire. Parfois, elle voit pas du tout, parce qu'elle a rien fait. Mais le simple fait de le dire va participer, en fait, à créer ce climat-là. Et ensuite, recruter des alliés. Par exemple, le copain qui va utiliser la sœur de la victime pour dire tu comprends, elle est vraiment fatiguée en ce moment, bon si elle te parle t'inquiète pas, elle a pas vraiment toute sa tête, voilà. Et donc là après quand la fille elle va parler avec sa sœur, ça va être oui c'est vrai que t'es très fatiguée en ce moment et finalement personne va la croire. Il y a toute une stratégie comme ça qui est mise en place et qui fait que au bout d'un moment quand on a repéré suffisamment de ces éléments on peut quand même qualifier les violences même si elles ne laissent pas de marques tangibles physiques. Et je tiens à préciser que les violences psychologiques laissent beaucoup de marques qui ne se voient pas nécessairement mais qui sont extrêmement à prendre au sérieux. Et tu disais que les jeunes sont plus concernés du coup que les moins jeunes. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ? Eh bien, on ne sait pas trop forcément pourquoi. Nous, on a des constats dans notre association qui sont des choses qu'on a glanées au fil du temps, au bout de 5 ans d'expérience de chat et beaucoup de prévention. C'est que c'est un âge où il y a des vulnérabilités particulières. Déjà des vulnérabilités structurelles. Par exemple, je prends ce moment un peu charnière entre 18 et 25 ans. À 18 ans, on a plein de droits qui s'en vont parce qu'on n'est plus mineur. Donc on n'a plus par exemple, on n'est plus couvert par la protection de l'enfance, mais on n'a pas encore le RSA qui arrive à 25 ans par exemple. C'est aussi un moment où voilà, on va être peut-être possiblement en études, on va pas forcément avoir de salaire, on est dépendant des bourses, etc. Donc voilà, il y a des choses comme ça. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de vulnérabilités qui sont sur les jeunes femmes. Par exemple, les jeunes femmes, on va avoir tendance à beaucoup plus facilement juger leur comportement sexuel, qu'il soit réel ou supposé. Donc elles le sentent. Elles le savent bien, donc ça peut être plus difficile pour elles de demander de l'aide. Enfin, j'aime bien avoir recours un peu à l'empathie, mais imaginez, vous avez 16 ans. Vous avez votre copain qui vous force à lui faire des fellations tous les matins. Vous faites quoi ? Vous allez le dire à votre père ? Ouais, c'est vraiment C'est compliqué comme un truc situation. où c'est pas facile de trouver des interlocuteurs, des interlocutrices. On a la société aussi parfois, je pense à tout le rapport aux réseaux sociaux, où aujourd'hui on a ce que je vais appeler, donc là je fais des guillemets avec mes doigts, les adultes. Ils ont tendance à beaucoup juger ce que font les jeunes sur les réseaux sociaux aussi parce qu'ils comprennent pas très bien. Et donc par exemple, nous on voit que c'est beaucoup un usage qui est utilisé par les agresseurs pour faire pression. Et donc si par exemple on a envoyé un nude à son copain parce que c'est ce que tout le monde fait, etc. Et ben en fait parfois elles vont avoir peur parce qu'elles sentent que les adultes ils disent qu'il faut surtout pas faire quoi que ce soit sur les réseaux sociaux, qu'on se met vraiment en danger, que c'est notre faute. Je sais pas si vous vous rappelez il y a quelques années ou même quelques mois la police avait dit si t'envoies un nude c'est un peu de ta faute. Là il y avait eu des tweets qui avaient montré ça. Moi, c'est ce qu'on nous fait sentir. Voilà, c'est ce qu'on nous fait sentir. Du coup, dans des tweets, la police le dit explicitement. Donc, bien évidemment, quand on est jeune, on va avoir tendance à penser qu'on est vraiment coupable. Donc, il y a ce jugement qui est fait sur les jeunes femmes. Et il y a aussi, bien sûr, l'éducation genrée, qui fait qu'aujourd'hui, on attend beaucoup plus d'une jeune femme qu'elle obéisse qu'un jeune homme. Donc, ça crée des vulnérabilités sur les violences, mais ça crée aussi plus de difficultés à demander de l'aide. Et puis, enfin, il y a aussi cette chose qui est que... on a cette image de la victime de violence conjugale qui est d'être une femme qui va être plutôt mariée, installée, avoir des enfants. Là, on imagine, c'est ce qu'on voit dans toutes les campagnes de communication. Ouais, quand on est au lycée, qu'on s'appelle Zoé et qu'on a son copain qui nous force à lui faire des pipes tous les matins, on se sent pas forcément cette personne-là. Donc nous-mêmes, mais les personnes qui vont nous écouter. Nous, on a des gens qui disent non, ça va, c'est pas sérieux, ils vivent pas ensemble, on va pas en faire tout un foin. Oui. Pourtant, alors que la violence, c'est de la violence. C'est de la violence, même si on n'est pas marié, même si on n'a pas un gosse. Et là, du coup, tu disais beaucoup que c'est des filles qui sont victimes. Est-ce que vous avez des garçons aussi qui témoignent et qui vous demandent de l'aide ? Oui, bien sûr. Nous, déjà, notre chat, il est quand même il est ouvert à tout le monde. Et on a quand même une très 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 grosse majorité de femmes qui viennent. Mais on a aussi fait un énorme effort d'inclusion des personnes LGBTQIA+. Parce qu'on sait que c'est un public super vulnérable aux violences conjugales et qu'il y a très peu d'interlocuteurs et d'interlocutrices pour en parler. Donc c'est un peu là aussi un angle mort qui reste encore à
à déterrer. Donc les personnes qui viennent, ça va être, on va avoir des personnes, des femmes qui sont avec des femmes, mais aussi des personnes non-binaires, des personnes trans qui viennent nous voir, qui sont encore plus en vulnérabilité, parce que la société, elle est quand même encore très LGBT-phobe, donc c'est difficile aussi parfois d'avoir accès à l'institution pour en sortir quand on est dans ce cas-là. Et les hommes qui viennent nous voir, alors il peut y avoir des hommes en couple avec des hommes cis, mais aussi on peut avoir des hommes qui viennent parce qu'ils sont violents, et qui viennent, parfois des jeunes, et qui viennent un petit peu pour en sortir, presque en prévention. D'accord. Ça, c'est plutôt chouette. Ouais, et puis après, ça c'est bien, plutôt cool. Que vous puissiez aussi répondre à cette demande, parce que c'est peut-être pas forcément évident non plus. Quand on se rend compte que oui, ce qu'on fait c'est pas bien et qu'on veut en sortir, mais pareil, c'est peut-être pas forcément évident de demander de l'aide, de se dire ce que je fais c'est pas bien, je fais du mal, mais comment m'en sortir? Parce que quand on est une victime, je pense que c'est extrêmement compliqué de demander de l'aide peut-être, et oui. quand on agresse, c'est peut-être pas forcément évident non plus, même si exactement. Bien sûr, je ne justifie aucune violence. Mais tout à fait, je pense que c'est important d'avoir un discours très ferme de dénonciation et de condamnation des actes des agresseurs. Pour autant, il faut être aussi pragmatique. C'est des gens qui existent, qui évoluent, qui ont une identité, qui interagissent avec des gens. Donc à un moment donné, quand il y a quelqu'un qui vient et qui est de bonne volonté pour demander de l'aide, et nous on aide. Ouais. On aide, on en discute, on essaie de voir, et on a des gens qui réagissent super bien et qui ont envie de changer, qui parfois sont ouverts par exemple à aller chez le psy. Des jeunes garçons qui vont chez le psy, on n'en a pas beaucoup, donc c'est hyper chouette. Et puis on en a qui vont rester très braqués, qui viennent au contraire un petit peu pour que l'association féministe vienne les dédouaner. À ce moment-là, pour nous, c'est un gros stop. Et ces personnes, on arrête de les accompagner quand c'est comme ça. Ah oui, c'est des personnes, tu veux dire, qui cherchent un peu l'aval de l'association en C'est disant ce que je fais, c'est pas si grave, vous êtes d'accord avec moi, d'accord. Ou alors j'ai fait ça, mais elle est hyper folle. Enfin voilà, qui vont en fait continuer leur stratégie vers l'association qui pourrait aider. Et c'est très pervers. Hein. Et du coup, tu disais que vous entendez des horreurs un peu tout au long de la journée, vous accompagnez beaucoup de personnes. Comment vous êtes formé dans l'association pour justement répondre à toutes ces problématiques ? Alors, l'association, elle a une expertise qui est unique. Aujourd'hui, on ne peut pas aller à l'école et savoir répondre au chat parce que ça n'existe que dans le cadre de l'association En Avant Toutes. Donc du coup, nous, la manière dont on a développé l'expertise, c'est que, d'abord, on avait un bon bagage sur la théorie des violences conjugales, déjà, pour commencer, que ça soit par nos expériences passées. Moi, j'étais au Conseil à l'égalité, au Sénat, ma collègue Inae, elle était à ONU Femmes au Brésil, et mon collègue Thomas, il était éducateur spécialisé. Donc on avait déjà plusieurs pans d'expertise comme ça qui nous permettaient de connaître un petit peu les violences. Mais ensuite, on a beaucoup observé les dispositifs d'écoute, notamment téléphoniques, qui existaient, pour voir comment ça se passait, ces conversations. Et puis on a adapté au chat, à l'écrit. Et là, ça devient encore autre chose. Donc une expertise qu'on a créée, qu'on continue d'enrichir constamment au fur et à mesure. Et donc les personnes, quand elles viennent dans l'association, elles ont ce moment de formation théorique. Et ensuite, elles ont ce qui va être l'observation de chat, en fait. Du chat qui va être observé, puis ensuite du chat qui va être supervisé. Et enfin, du chat en autonomie. Et de toute façon, on n'est jamais seul. Hein. On a une équipe aujourd'hui, on a 15 répondantes sur le chat. Et donc, il y a cette possibilité aussi de pouvoir s'aider, s'épauler quand il y a besoin d'aide. Et puis, bien sûr, le recours à la hiérarchie, hein, s'il y a besoin de trancher. Nous, on a des astreintes et tout ça pour pouvoir aider quand les cas sont particulièrement difficiles et prendre une décision s'il y a besoin, quoi. Et du coup, vous travaillez aussi avec les forces de l'ordre, la police, dans ces cas-là où justement, quand il y a mise en danger de la vie d'autrui, comment ça se passe ? Oui, bien sûr. Alors, notre chat, il est anonyme, ce qui crée une difficulté. Parce que si quelqu'un nous dit « j'ai besoin d'aide, mais je veux pas vous dire qui je suis », on peut rien faire. Donc, c'est pas facile dans ce cas-là. Pour autant, nous, on a développé des liens avec notamment la police qui a un chat qu'ils ont développé après nous. On les a aidés on a aidé à les former justement à la brigade de Guyancourt. Qui répond en fait toute la journée à des victimes qui se posent des questions sur comment porter plainte, etc., sur que faire si je suis victime, qui les aide à se rendre vers un commissariat, etc. Donc nous on a des liens avec elles et eux pour justement pouvoir, si c'est des personnes qui n'aiment que le chat, qui ne veulent pas téléphoner, et voilà, on peut les rediriger vers ce chat et donc ils nous connaissent bien maintenant. Et puis on crée des liens avec tous les commissariats possibles, hein, dès qu'on peut, pour pouvoir aider à l'intervention si nécessaire. Si la victime, elle nous dit où elle est et qu'elle nous dit son nom et toutes les manières d'aller la joindre pour qu'on puisse intervenir, on peut le faire sans aucun problème. Il nous suffit de téléphoner à la police et de lancer la démarche. Pour le coup, là, ça va.
Ah oui, en fait, vous faites un peu office d'intermédiaire pour les personnes qui oseraient pas appeler. C'est ça. Vous Ou qui faites, peuvent pas. Ou qui peuvent Oui, pas. parce que si c'est- parfois, oui, les victimes, elles peuvent pas forcément passer par le chat. C'est peut-être un peu plus simple dans le sens où on nous entend pas parler. Bah oui. C'est comme si, ouais, comme tu disais au début, comme si on parle avec une copine, par exemple. Exactement, le chat ça fait pas de bruit. Ouais. Et du coup, on a plein de gens qui nous disent bah voilà, je vous écris depuis le salon, mais il est dans la chambre, il dort. Ou alors, voilà, là je suis au bureau, bon ben j'oserais jamais en parler, je suis dans l'endroit où je me sens en sécurité, mais j'ai pas à téléphoner à voix haute. Ou je suis dans le bus, ou des choses comme ça. C'est vrai que c'est pas facile d'appeler un numéro d'écoute dans le bus, bon, Oui, bien surtout sûr. vu l'état des bus à Paris en ce moment. Ouais. Mais c'est vrai que voilà, c'est des choses qui sont pas forcément faciles. Et on a aussi des gens qui viennent nous voir en nous disant, pour moi, oraliser c'est super compliqué. Soit parce que le trauma est hyper grand, ou alors quand on est très ému, enfin je sais pas si vous voyez cette sensation quand on sent qu'on va pleurer si on se met à parler, Oui. qu'on a la gorge Oui, un on peu a la serrée. gorge serrée, ouais. Et que on se dit on peut ne pas oser appeler quelqu'un qu'on connaît pas avec cet état-là qui est un état de grande vulnérabilité. Et donc on a des gens qui utilisent le chat pour ça, mais aussi des personnes pour qui le téléphone c'est pas possible, genre des personnes autistes. Pour qui ce genre de codes un peu sociaux qu'on a appris au téléphone, ils sont compliqués. Donc on a aussi cette ouverture-là qui est importante. Et du coup, est-ce que vous avez la possibilité d'accompagner ces victimes jusqu'au bout? Ou est-ce que vous gardez des contacts aussi, de savoir, enfin, comme c'est anonyme, ça va pas forcément être simple de suivre, est-ce que la situation s'est améliorée, est-ce qu'elles s'en sont sorties ou pas, quoi? Oui, nous, on a un dispositif un peu interne qu'on met en place avec la personne. Donc nous, on lui demande un pseudo ou un prénom, comme elle veut, et un numéro de département. Et en fait, ça nous permet, bon, si elle est déconnectée au milieu déjà, ou si jamais elle revient dans 2 jours, 3 mois, 6 mois, 2 ans, à pouvoir savoir en fait ce qu'elle a dit sans qu'elle ait à tout répéter. Oui, d'accord. Parce que quand on s'est déjà confié, etc., ah oui, c'est vous la dame qui a été violée dans le garage, franchement, c'est inhumain, quoi, donc on fait pas ça. Ouais. Donc on a un petit résumé, nous, de la situation après les chats, comme ça, si jamais elle dit, voilà, je suis déjà venue, je m'appelle Rosetta 92, et ben on regarde dans notre base de données, on fait, ah d'accord, ok, vous étiez venue la dernière fois, très bien, j'ai bien relu ce qui vous est arrivé, où est-ce que vous en êtes, qu'est-ce que vous avez envie de me dire. Par contre, effectivement, nous, on ne peut pas aller les chercher pour leur demander comment ça va. Il faut qu'elles reviennent de leur propre chef, ce qui est le cas souvent. On a des personnes qu'on suit assez régulièrement. Et du coup, est-ce que les situations, globalement, tendent à s'améliorer ou pas? Oui, globalement, oui, bien sûr, parce que dès lors qu'on a fait le premier pas d'en parler à quelqu'un, ça va déjà mieux. En fait, c'est le moment... Ce qui est difficile, c'est quand on est isolé et dans le silence. Mais dès qu'on a commencé, même si on a l'impression que c'est dramatique, dès qu'on a commencé à s'ouvrir à quelqu'un, forcément, il y a déjà quelque chose qui s'est débloqué. Et parfois, ça prend du temps de saisir les pistes d'aide. D'ailleurs, les auditeuristes, si ça vous arrive, c'est tout à fait normal que ça prenne du temps. Il faut pas culpabiliser parce qu'on nous a conseillé d'aller voir un psy et qu'on n'y arrive pas tout de suite. C'est pas grave, le temps des victimes, c'est un temps qui est long. C'est aussi ça, l'expertise des associations, c'est d'entendre et de ne pas être agacé parce que la personne, elle a mis longtemps ou qu'elle a préféré faire autre chose. Ou que voilà, c'est un temps qui est long, donc nous on l'apprécie, on l'entend, le fait que ce temps puisse prendre du temps. Et donc typiquement une personne voilà, qui est venue une fois, on sait que la fois d'après, même si elle n'est pas allée à l'endroit où on lui a conseillé, elle revient, elle est dans le lien, elle maintient, c'est bien. Oui, parce que c'est des personnes qui sont déjà victimes dans leur vie. Si c'est en plus pour être culpabilisées par les associations vers lesquelles elles se tournent, ça devient un peu compliqué. Exactement. Et du coup, je voulais rebondir sur ce truc d'être culpabilisé alors qu'on est déjà victime par rapport, par exemple, sur les réseaux sociaux, parce que moi, je suis beaucoup sur les réseaux sociaux et on a vu passer pas mal de choses, et même encore maintenant, de femmes qui sont victimes et qui disent que quand elles arrivent à aller porter plainte, elles sont pas forcément reçues correctement, la personne en face, elle n'est pas forcément agréable et elle est très culpabilisante. Est-ce que vous avez, vous aussi, du coup, des personnes qui viennent vous dire, bah voilà, j'ai déjà été portée plainte et du coup, j'ai peur d'y retourner parce que je n'ai pas été reçue correctement ni accompagnée et qu'en fait je suis rentrée chez moi et c'était encore pire parce que je suis sortie ou même parfois sur les réseaux sociaux et les petites images qui disent aujourd'hui une femme de tel âge a été tuée, ouais. C'est là tant depuis le début de l'année, ça fait froid dans le dos. Et moi, ce qui me met en colère, c'est quand je lis que en fait, la personne est allée au commissariat, ils ont rien fait, ils leur ont dit écoutez, rentrez, et puis si ça va pas, revenez, ou là, on peut rien faire pour vous, et que la personne, par exemple, se fait tuer. Ça me met en colère. Et du coup, vous, est-ce que déjà vous recevez, vous chattez avec des personnes dans ce cas-là, et dans ces cas-là, est-ce que vous les encouragez quand même à retourner porter plainte vers peut-être un autre commissariat, ou est-ce que vous leur proposez un autre accompagnement avec quelqu'un d'autre peut-être? Alors oui, bien sûr, malheureusement, on en a pas mal, des personnes qui ont été
d'une manière ou d'une autre aussi mal reçues par l'institution. C'est le signe que les violences conjugales, c'est encore quelque chose à beaucoup travailler, à plein de niveaux. Et puis aussi parce que, mine de rien, la société est encore empreinte d'énormément de stéréotypes sexistes. Aujourd'hui, on pense encore que les femmes mentent, que les femmes exagèrent, que il y a tout un discours qui est aussi beaucoup porté par les agresseurs, et parfois des agresseurs très 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 puissants, qui du coup... on a pu le voir ces dernières années, oui. Voilà, exactement, qui du coup ont pignon sur rue pour dire des choses pas vraies et qui vont dans leur sens. Donc il y en a encore beaucoup. Nous, ce qu'on fait avec une victime à qui c'est arrivé, c'est vraiment de partir là où elle en est. Si elle vient en nous disant, voilà, j'ai porté plainte, ça s'est très mal passé, mais je veux y retourner, et à ce moment-là, on va l'aider. Mais si jamais elle nous dit, moi j'ai besoin de faire une pause, et on la laisse faire une pause. Enfin, en fait, nous, l'important, c'est vraiment de respecter la temporalité des victimes, et parfois, ce dont a besoin la victime, c'est pas tout de suite la police. Ouais. Parfois, elle a besoin d'aller, je sais pas, chez le psy, parfois, elle a besoin de faire autre chose. Mais on les aide aussi à savoir quels sont les dispositifs qui sont en dehors, parce qu'il n'y a pas forcément besoin, et c'est important de le rappeler, d'aller au commissariat en personne pour dénoncer des faits de violence. On peut aussi, par exemple, écrire une lettre directement au procureur de la République. S'il estime en lisant le courrier, donc pour faire ça, que c'est suffisamment grave, il peut décider de déclencher l'enquête. Et donc, de déclencher la procédure que n'aurait pas fait, par exemple, la police si elle ne nous avait pas cru. Donc, ça peut être une piste. Et pour que le courrier soit le plus efficace possible, ce que je conseillerais, c'est aussi de s'aider d'une association. Donc, de venir, par exemple, sur le chat, nous en parler. Nous, on peut trouver une asso qui peut accompagner parce que, comme ça, on peut aider à bien tout revoir. Formuler le courrier aussi. Voilà, formuler le courrier, savoir aussi, parfois, il y a des personnes qui nous disent des choses et qui ne savent pas que c'est des preuves. Mais ça en est. Donc, les associations peuvent aussi les aider à faire ça. Et d'ailleurs, que dit la loi en cas de violence conjugale ? Qu'est-ce qui est prévu pour les victimes et pour les agresseurs ? Et dans la loi, il y a plein de trucs qu'on n'a pas le droit de faire. Par exemple, on n'a pas le droit de violer, on n'a pas le droit d'insulter, on n'a pas le droit de frapper. C'est bien de le redire quand même. Ouais. Voilà, c'est bien de le dire. Et le fait que ces violences arrivent dans le cadre d'un couple, c'est une circonstance aggravante. C'est-à-dire que la loi estime qu'il y a un rapport d'intimité suffisamment fort entre les gens pour que mettre en danger cette intimité-là soit quelque chose de très très dangereux et de très très répréhensible. Donc on ne peut pas dire la peine de prison c'est quoi pour violence conjugale, parce qu'en fait ça va énormément dépendre des faits qui sont décrits, retenus, argumentés, etc. Donc il y a autant de réponses qu'il n'y a de situations, mais c'est très lourdement puni. Donc ça vaut vraiment le coup. Enfin, un viol c'est quand même puni comme un crime, à la même hauteur de la prison, potentiellement jusqu'à 15 ans, des très très lourdes amendes. Donc c'est important de pouvoir y aller, mais surtout, la plainte, c'est quelque chose qui est quand même censé protéger. Une fois qu'on a déposé plainte, on peut aussi avoir accès à d'autres choses. Donc voilà, c'est aussi ça la philosophie un petit peu de la plainte. Mais même quand on n'a pas fait ça, on peut quand même avoir accès à un hébergement, on peut quand même avoir accès à plein de choses grâce aux associations. On a un système qui est quand même bien fichu en France là-dessus. Oui, l'idée, c'est de pouvoir s'extraire rapidement de la situation qui est dangereuse et de pouvoir, sans même s'il n'y a pas encore d'arsenal judiciaire qui a été mis en place, quoi. Exactement. Et ça, c'est vraiment le travail que font les associations. Sur la prévention, du coup, oui, bien sûr. À quel niveau, du coup, vous intervenez ? Est-ce que vous allez peut-être dans les écoles, dans d'autres endroits éventuellement ? Oui, bien sûr. Nous, on va là où il y a des jeunes. Donc les jeunes, ils sont beaucoup à l'école, donc on va à l'école. On va aussi parfois en milieu jeunesse, par exemple, je sais pas, dans des MJC, je sais pas, là où il peut y avoir des jeunes. Aussi, quand il n'y avait pas le Covid, on va essayer de s'y remettre progressivement dans des festivals, par exemple, où il y a beaucoup de jeunes. Et donc l'idée vraiment de notre prévention, et en particulier en milieu scolaire, c'est vraiment pas d'arriver en disant, voilà, les jeunes, on va parler féminisme, on va prévenir les violences, on va faire des choses comme ça. L'idée, c'est plutôt de déconstruire les stéréotypes sexistes. Et ça, on va y arriver en aidant à libérer leurs paroles. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes, ils savent très bien qu'il ne faut pas être violent, il ne faut pas frapper, il ne faut pas être sexiste, et il ne faut pas tout ça. Pour autant, donc ils le disent en fait, et donc si tu leur dis, il ne faut pas taper les filles, et en fait, les filles et les garçons, ils ont le droit de faire du foot, les jeunes, ils s'en foutent, ils écoutent ça, mais c'est pas ça qui va régler émotionnellement ce que ça fait. Donc nous, on va aller travailler, qu'est-ce que ça veut dire, je ne sais pas, par exemple, qu'un garçon pleure ou exprime des émotions, les aider même à les lister. C'est des choses qui sont importantes. Qu'est-ce qui se passe si on ne les exprime pas ? Et on le fait vraiment sans aucun jugement. Nous on prend les gens au niveau où ils sont, et il n'y a pas d'idée de ça c'est bien, ça c'est pas bien. Nous, on va dire, on vient questionner. Pourquoi tu penses ça ? Pourquoi c'est grave si un garçon il pleure parce qu'il est ému, par exemple ? En quoi ça met en vulnérabilité ? En quoi, voilà. Et donc c'est dans l'idée de faire, de planter des petites graines qui vont permettre ensuite aux jeunes de réfléchir et de dire, ah bah oui, c'est vrai, peut-être que la société elle peut changer.
peut-être que moi, si je change mon comportement, ben, c'est pas forcément grave. Ou alors, peut-être que, tiens, ça me met en insécurité comme ça, donc il faudrait que je fasse autrement. Mais l'idée, c'est de rendre les jeunes maîtres et maîtresses de toutes ces questions-là. Et pour ça, on leur donne l'espace critique suffisant grâce à cette démarche. Okay. C'est un peu ce que l'école devrait aussi pouvoir leur apporter en plus, finalement. Tout à fait. Et nous, ce qu'on remarque, c'est que l'école a quand même, en France, un système super descendant. C'est-à-dire, quand on va à l'école, mettons, on va en cours de maths, c'est ce qu'on fait. On ouvre son cahier, on apprend la règle, on doit répéter ce qu'on a dit, et si on se trompe, c'est pas bien. Ben, c'est pour ça que nous, on met en place un cadre qui sort vachement de ça. On s'installe pas en rangée en classe, on s'installe en cercle ou en demi-cercle. On a le droit de pas être d'accord, il n'y a pas de bonne ni de mauvaise réponse. Et on met ça parce que parfois les jeunes, ils veulent dire la bonne réponse parce que c'est ce qu'on leur a appris. Et donc ils disent « Ah oui, c'est pas bien de taper ». Mais en fait, ils le font quand même parce que pour eux, c'est un jeu. Ouais. Donc si jamais, nous on essaie de déconstruire ce que ça veut dire ce jeu, qu'est-ce que c'est la pression de groupe, pourquoi parfois on le fait alors qu'on n'a pas envie, qu'est-ce qui est marrant, qu'est-ce qui est pas marrant. C'est beaucoup plus intéressant que juste balancer du dogme et faire en sorte qu'ils répètent le bon comportement, quoi. Oui, et puis je pense que pour eux, c'est aussi plus intéressant et plus prenant que juste arriver devant la classe et dire bon bah voilà, nous on a des choses à vous dire, c'est ça, retenez bien parce que la semaine prochaine on va reparler en classe par exemple et si personne n'a retenu, ça va pas bien se passer, quoi. Exactement, il n'y a aucune indication de performance dans ce qu'on fait et c'est important que les jeunes aient aussi des espaces comme ça. Et est-ce qu'il y a de la prévention qui est faite aussi auprès des adultes ? Et comment ça se passe ? Est-ce que c'est différent ou c'est un peu sur le même principe ? Oui, tout à fait. Nous, on a donc pour le coup, ça va peut-être être plus des actions de formation. Et en tous les cas, on fait toujours ce tronc commun de déconstruction des stéréotypes. Pour nous, c'est très très important de dire, on ne va pas forcément le faire de la même manière parce que c'est même pas les mêmes temps, etc. Mais de dire pour commencer en fait à traiter cette thématique, il faut déconstruire ces stéréotypes sexistes, il faut en avoir conscience. Il faut les questionner, il faut tout ça. Donc on va faire une partie où il y a ça. Et ensuite, on va discuter en fonction si c'est des professionnels déjà un petit peu sur la thématique ou pas. Là, on va leur apporter aussi des savoirs sur ce que c'est, sur comment on peut écouter une victime, sur pourquoi des fois ça peut être effrayant, qu'est-ce que ça fait émotionnellement aussi. Parce qu'écouter une personne qui est victime, ça renvoie énormément de choses. Ça renvoie beaucoup d'émotions. Parfois, c'est des gens, par exemple, qui vont être très mutiques, qui vont pas ressembler à l'idée qu'on se fait d'une victime. Parfois, c'est des gens qui vont jamais arrêter de parler. Parfois, il y a le psychotrauma et le fait d'être victime crée plein de choses. Et donc, on aide aussi les personnes à le repérer pour écouter au mieux, quoi, après. Et d'ailleurs, si par exemple nous on est témoins d'une violence, qu'est-ce qu'il faut qu'est-ce qui peut alerter comme signaux et qu'est-ce qu'on peut faire, mis à part aller sur le chat, est-ce qu'il y a d'autres choses qui peuvent être mises en place pour aider des personnes qui ne pourraient pas le faire ? Oui, bien sûr. La première chose, c'est déjà d'écouter. Souvent, les victimes, elles parlent et elles sont très peu entendues. Et aussi parce qu'il y a ce réflexe souvent de minimiser un petit peu ce qui s'est passé, par soi-même, mais aussi par ricochet par les autres. Si on prend un exemple d'actualité qui a beaucoup fait de bruit, je prends l'exemple Quatennens, on a parlé d'une gifle pendant très longtemps, comme s'il n'y avait eu que ça. Nous, les associations et plein de gens sensibilisés, on fait « ouais, mon œil, ça m'étonnerait qu'il y ait eu que ça ». Personne ne porte plainte juste pour une gifle, c'est pas vrai du tout. Quand il y a eu une gifle, c'est parce qu'il y a eu les conditions pour mettre en place la gifle avant. Donc de la dévalorisation, des mauvaises paroles, des disputes qui se règlent pas du tout d'une manière qui soit saine, c'est-à-dire avec l'envie d'entendre le point de vue de l'autre. Donc voilà, ça c'est une chose quand même qui est importante, c'est de dire que les victimes minimisent et que ça arrange bien les agresseurs. Donc la première chose, c'est de vraiment écouter, donner l'espace pour, et donc ça veut dire être disponible. Des fois, on a super envie d'écouter alors que c'est pas le moment. Moi, ça m'est déjà arrivé, par exemple, qu'on me parle de violence conjugale en soirée alors que j'ai bu 3 bières. C'est pas forcément le moment pour écouter bien. Donc à ce moment-là, pouvoir ajourner, dire ok, j'entends que tu me dis des choses. Peut-être qu'on peut en reparler demain. Si tu veux, on prend un café, on sera peut-être mieux, etc. Enfin voilà, avoir un petit peu cette idée-là. Mais c'est important de montrer qu'on est une écoute et qu'on croit. Vraiment, c'est une chose qui est super importante. Et ensuite, de pouvoir dire, voilà, il existe plein de dispositifs. Moi, j'en connais. J'ai fait un podcast avec une intervenante qui m'a parlé du chat commencem.fr. Ou alors, tu connais le numéro 3919 ? Il y a eu la pub à la radio l'autre jour. Ou alors, ah, tu sais, ma cousine, ça lui est arrivé. Elle a eu même un hébergement avec l'association, machin. Enfin, voilà, aider les personnes à voir que c'est possible et pas que ça va être une galère parce que c'est pas forcément vrai. Donc, c'est important aussi de transmettre les bonnes infos pour que la personne, elle puisse s'en saisir. Et ensuite, si on le peut, lui proposer de l'accompagner, pas forcément physiquement,
Mais lui dire, ok, ah bah super, t'as choisi d'aller au commissariat, génial. Tu veux que je vienne? Non? Ah bah si, ou alors je peux pas, bah si tu veux, tu peux m'écrire un texto après, je peux rester avec toi, etc. Il y a 1000 manières d'aider. Mais l'idée, c'est juste, j'ai envie de dire, d'être un être humain décent avec cette capacité d'écouter, de croire et de pouvoir laisser un petit peu sa porte ouverte si on en a la possibilité. Et si on n'en a pas, de l'aider à identifier des gens. Voilà, écoute, pour moi, c'est pas trop possible, ça me renvoie des choses ou tout ça, mais peut-être ta sœur. Peut-être ta mère. Si tu veux, on va lui parler ensemble. Peut-être Machine, je sais qu'elle est sensibilisée. Enfin voilà. Oui, j'imagine que parfois il suffit de pas grand-chose pour pousser et aider à aller dans cette direction de je sors de cette situation qui se passe mal. D'aider la personne à faire le premier pas, finalement, c'est pas forcément grand-chose, mais pour elle, ça sera vraiment énorme et ça sera une main qui lui aura été tendue et qui lui permettra d'aller plus loin, du coup, pour se sortir de tout ça. Et moi, j'avais une autre question, du coup, pour rebondir un peu sur comment accompagner, etc. Comment ça se passe quand on remarque des choses qui sont un peu alarmantes, mais que la personne qui est victime est complètement fermée et donc qui est aussi très sous l'emprise, du coup, nous dit que non, c'est rien, c'est normal, tout se passe bien, etc. Comment Qu'elle refuse, tu veux dire, voilà, l'aide. enfin, voilà, on lui sent... On peut essayer de façon crue de lui dire bon écoute je vois qu'il y a quelque chose qui se passe pas bien ou alors simplement lui dire est-ce que ça va, comment ça se passe avec ton copain par exemple, etc. La dernière fois j'ai vu qu'il était un peu énervé, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Mais que la personne minimise tout le temps et rassure en disant non mais ça va, alors que en fait on voit bien qu'il y a quelque chose qui se passe, qu'il y a de l'isolement qui commence à se créer, en fait elle commence un peu à couper les poings avec tout le monde, même avec sa famille, etc. Comment est-ce qu'on peut aider? Est-ce qu'il faut que nous on alerte du coup par exemple une association ou est-ce qu'il faut qu'on lui dise vraiment si tu devrais peut-être essayer de parler avec une association ou est-ce qu'on fait rien mais qu'on reste en backup en disant s'il y a quoi que ce soit on intervient? Alors toutes les victimes font ça. C'est-à-dire que c'est vraiment important de comprendre que la temporalité des victimes, c'est pas la temporalité des témoins. Et que elles vont minimiser, elles vont excuser. Il y a forcément une étape où il y a ça. Donc déjà, il faut le savoir parce que ça nous tranquillise. Souvent, le sentiment qu'on a en tant que témoin, c'est une énorme impuissance. Et c'est tout à fait normal. Donc moi, je pense que la chose la plus, on va dire, profitable, c'est effectivement d'entourer. Tu l'as dit, tu as dit le mot isolement, c'est un mot qui est très important, c'est la première étape de la stratégie des agresseurs. C'est dur d'aller agresser quelqu'un qui est entouré et que les gens aiment. Bien sûr. Par contre, aller l'isoler, etc., ça fait qu'on met en place la possibilité d'agir. Donc continuer de l'entourer et tout, c'est quelque chose qui est très important, de montrer qu'on est là. Moi, je pense qu'on peut aussi dire un peu les termes, c'est-à-dire si on voit que, je sais pas, souvent les agresseurs sont quand même très discrets, mais si jamais on remarque qu'il a insulté ou qu'il a mal parlé, etc., parce qu'il y en a qui se cachent pas du tout, le relever, pas forcément devant lui, parce que lui, il peut aussi après faire une explosion de violence, mais dire ce qui s'est passé la dernière fois, comment tu te sens? Parce que non, mais c'est normal, il est fatigué, enfin voilà, cette minimisation, dire là, moi, ce que j'ai entendu, c'était des insultes. Nommer. Ce que j'ai entendu, c'est que vraiment là, il a crié. T'as vu comme il a crié? Il a mal parlé. Voilà, essayer de nommer, ça montre, en fait, ça donne un élément un peu extérieur, mais pour autant pas dire oh, alors maintenant tu vas tout de suite à la police parce que sinon tu vas mourir. Ça, c'est notre panique, c'est pas la sienne. Donc c'est important aussi de le contenir. Il faut pas transférer notre angoisse. C'est ça, exactement. Sur, la personne. Donc dire il a fait ça. C'est peut-être que si jamais tu as besoin qu'on en discute plus, je suis là, et la laisser faire son chemin, lui montrer que la porte est ouverte, c'est vraiment quelque chose qui va l'aider. D'accord. Parce que du coup elle va comprendre, en fait elle ça va lui prendre du temps, il faut accepter, mais elle va comprendre, elle saura vers qui aller, et même ça va peut-être l'aider à en sortir un peu plus vite. Parce que le désespoir sera quand même moins là si elle voit qu'elle a sa copine qui a dit qu'il l'insultait, qu'elle était bienveillante. Parce que si on dit, enfin je trouve que cette phrase c'est trop un connard ton mec, en fait, ça va braquer. Évidemment que ça braque. Elle l'aime encore, en fait. Oui. C'est pour ça qu'elle est là. Elle est sous emprise, certes, mais elle a aussi des sentiments positifs. Et puis, c'est hyper dévalorisant pour elle, parce que c'est elle qui l'a choisi, qui continue d'être dedans. Donc, c'est important aussi de garder son jugement parfois un petit peu de côté. On a le droit de dire aux autres copines que c'est un connard. Mais à elle, on peut garder le jugement de côté pour avoir quand même une attitude. Et puis, encore une fois, savoir que si on n'est pas professionnel, on n'est pas professionnel. On peut être la copine, mais c'est un travail. Et donc, l'accompagner, l'aider à avoir recours aux gens qui vont vraiment l'aider. Allez sur le chat par exemple. Par exemple, commencem.fr par exemple. Merci beaucoup. Et est-ce qu'il y a quelque chose peut-être dont on n'aurait pas parlé que tu voudrais nous dire
là, avant qu'on conclue. Merci déjà. Merci de votre part de parler de ce sujet dans le podcast. Merci aussi à toutes les personnes qui écouteront, qui sont victimes ou qui l'ont été. Je pense que c'est chouette parce qu'on a une parole qui est quand même un peu plus entendue en ce moment dans la société sur ces sujets et qu'il ne faut surtout pas hésiter à demander de l'aide. Ça peut commencer par une copine ou par n'importe qui, ou par un contenu sur Instagram ou par le chat commencem.fr, peu importe. Mais déjà, bravo d'être là, bravo d'écouter. Nous espérons que cet épisode aura pu vous donner les clés nécessaires pour aider une personne victime de violence ou comment vous faire aider si vous êtes vous-même victime de ces violences. Sachez que l'on vous croit et qu'il y aura toujours une main tendue vers vous quelque part. Et d'ailleurs, si vous êtes témoin ou victime de violence, n'hésitez pas à vous rendre sur le chat Comment on s'aime, mais aussi vous pouvez appeler la police ou encore le 3919. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao les meufs!